Qu'exceptionnellement, c'est moi qui vais faire une critique depuis mon fauteuil d'animateur et c'est toi, Cédric, qui va me donner la réplique. Est-ce que tu veux qu'on échange des sièges pour que officiellement on dise que c'est moi le nouveau Is No Good et que j'ai vraiment pris ta place? Non, on a fait les cadrages. Très bien alors. Ah non, bon, désolé. On peut le faire si tu veux, remarque. Excuse. Ça applaudit derrière la vitre, on le fait? Non. Allez, on le fait. Allez, on le fait. Allez, on le fait. On est fous. Mais c'est de la merde. On salue Fourmi, on salue Symphoria, Darkanum, incroyable cascade. Hydrax, Christine in the Quiff sur le chat, voilà, Makin, bonjour à tout le monde. Hop, bon. Mais c'est du jamais Qu'est-ce que vu tu en fais télé, ça. Oh, mon Dieu. C'est totalement disruptif. C'est flabistouflant, comme diraient les Flabistouflant, ouais. Flabistouflant, c'est flabistouflant, c'est croustillant. C'est donc ça d'être à la place du chef. Bonjour, et je suis très très haut. Trop bien. C'est quoi celui-là? Et voilà, et Karel fait 30 cm de plus. Arrête d'appuyer sur les... Jeux vidéo, BD, manga, séries Moi, j'ai rien et appuyé. cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. J'ai rien Avec appuyé, hein. Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h. Cédric et son équipe. Bonjour, donc oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le bête critique. Le bête critique, Le c'est bête où? critique, Ah non. ouais, critique ici. Et- Voilà, donc Violet Evergarden. C'est une série de light novel en 2 tomes, écrite par Kana Akatsuki, illustrée par Akiko Kitase, publiée au Japon dès 2015 par le label dédié du studio Kyoto Animation, dit KyoAni, à qui on doit les séries Free, Euphonium. On a consacré une émission à ce studio-là, donc je vous invite à l'écouter. Donc cette série de light novel a été adaptée en série par Taichi Ishidate et Haruka Fujita au sein de ce même studio en 2018. La série est disponible chez nous sur Netflix. L'intrigue se déroule dans un univers fictif inspiré de l'Europe fin 19e, début 20e. Violet Evergarden est donc une ancienne tireuse d'élite qui a perdu ses bras au front et l'amour de sa vie par la même occasion. Aliénée par le trauma, désormais dotée de prothèses mécaniques en lieu et place de main, elle rejoint la poste pour devenir une poupée de souvenirs automatiques, autrement dit une scribe. Elle va au contact des personnes analphabètes pour recueillir leurs sentiments et les coucher sur le papier dans leur correspondance. Donc on est dans un récit de réinsertion et de reconstruction. C'est parce qu'elle se met à l'écoute des autres que Violet va peu à peu regagner son intégrité physique et son intégrité sentimentale. Donc le film Éternité et la poupée de souvenirs automatique est tiré du tome 3 des romans, qui est un tome bonus, compilation de 6 nouvelles indépendantes qui font suite à l'intrigue principale et se focalisent sur d'autres personnages. Donc ici il s'agit de la deuxième histoire. Donc on y retrouve Violet, envoyée dans une école de pour-filles comme préceptrice auprès d'Isabella York, héritière d'une grande famille aristocratique, qui se sent un peu à l'étroit dans tout ça, dans ce monde corseté où il faut tenir le bon couvert entre le fromage et le dessert. Et à son contact, elle va découvrir qu'elle n'est pas la seule justement à porter un lourd passé. Donc le film est réalisé par Haruka Fujita du coup et distribué par Eurozoom en séance événement un peu partout en France en ce moment, donc profitez-en. J'en profite pour dire quand même la chronique sera sans spoiler, parce qu'il y a beaucoup de surprises à ne pas gâcher. Eh bien, ce n'est un secret pour personne autour de ce plateau, je pense, mais tu es un grand amateur des productions KyoAni. Oui, le studio s'en est donné à cœur joie pour le grand écran. Alors, qu'est-ce que tu en penses, mon bon Karel? Tu es très fort. Premier constat, c'est magnifique. Vraiment, le niveau de production de Kyoto Animation n'était plus à démontrer. Une fois encore, je vous renvoie à l'émission qu'on leur a consacrée. Mais on atteint un degré de raffinement et de détail assez hallucinant ici. Les cheveux qui se nouent, qui se dénouent, les plis dans les draps, les plis dans les robes. Il y a un gros travail des coloristes pour définir les ambiances. On va avoir un réfectoire austère, une chambre éclairée à la bougie, un soleil éclatant en bord de mer. Voilà. En plus, c'est une incrustation d'images de synthèse qui a été, je pense, largement améliorée par rapport à la série où il y avait quand même pas mal de problèmes là-dessus. Notamment un plan en travelling aérien au bord d'un lac assez étrange. Non, là pour le coup c'est fluide et maîtrisé. On savoure d'autant mieux la beauté des images que le rythme est beaucoup plus maîtrisé aussi. De même que les enjeux du récit se dévoilent très progressivement, on déploie des atmosphères, on s'y attarde, on capte un regard, on capte une hésitation, on capte un froncement de sourcils, on capte Cédric qui opine du chef. On sait l'importance qu'accorde KyoAni à tous ces petits riens qui font tout justement. Et on observe au passage quelques réminiscences du travail de Naoko Yamada sur le langage corporel, notamment la position des jambes, dans toute la première partie du film, notamment. Donc le plus libre dans sa forme, le long métrage permet justement donc au montage de se déployer et donc saisir quelques instantanés entre deux moments suspendus. Donc ça fait un bien énorme à la formule de Violet Evergarden, tant dans sa forme que dans la gestion de son récit.
Et on y vient justement. Violet Evergarden s'était distingué par son parti pris mélodramatique. On imagine que le film poursuit sur cette lancée. On croirait que tu animes des podcasts, c'est incroyable. Effectivement, le film est très mélo, comme la série, mais autant le format 20 minutes donnait un côté très mécanique aux épisodes, avec des enjeux très soulignés, un peu forcés, parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Ben là, on se donne le temps de le faire, et donc c'est beaucoup plus organique et c'est beaucoup plus agréable. Donc le scénario s'autorise à partir de là un découpage en 2 grands chapitres, où, sans trop en dévoiler, on va suivre 2 trajectoires de vie bien distinctes. Donc d'un côté, Isabella York au pensionnat, c'était un rêve à réaliser, et Taylor, un personnage mystère. Non, n'essayez même pas, je suis impassible, je ne vous dirai pas qui c'est. Et on va découvrir ce qui relie les 2 personnages justement au travers de flashbacks dont la focalisation va changer en fonction de la moitié du film dans laquelle on se situe. Donc on va avoir 2 personnages qui ont été séparés pendant la guerre justement, qui vont se reconstruire chacun à leur manière. La première, donc Isabella, par devoir, et l'autre par vocation. Une antinomie qui répond directement au dilemme intérieur de Violet, justement, quelque part entre l'oubli de soi et la découverte d'une passion pour se remettre d'un traumatisme. Donc pour Ichidate, d'ailleurs, le personnage de Violet s'apparentait à un prisme qui réfracte la lumière, c'est-à-dire que parce qu'elle se laisse traverser par les sentiments des gens, pour mieux les retranscrire, et les personnages qui la rencontrent vont changer de regard sur le monde et sur eux-mêmes. Et donc de même, Isabella et Taylor sont à leur manière un miroir de Violet ici, parce que de par ce qu'elles incarnent, elles illustrent 2 facettes inconciliables de Violet, qui vont finir peut-être par se retrouver, du fait même que le métier de Violet consiste à créer des liens entre les gens. Donc notons enfin que cette interaction se double d'une réflexion sur l'acte d'écrire et sur la valeur qu'on donne aux relations épistolaires, d'autant plus qu'en toile de fond on va voir les télécommunications qui vont arriver, une espèce de nouvelle tour Eiffel qui va arriver avec la radio et tout ça, et donc peut-être que les lettres vont disparaître. Et le film nous rappelle à sa manière qu'une lettre qu'on écrit, c'est d'abord le fruit d'un travail sur soi, et c'est justement c'est ce qui fait la valeur des relations épistolaires, c'est ce qui donne toute la force aux liens qu'on peut entretenir par ce biais. Donc si comme moi vous n'aviez pas spécialement apprécié la série animée au-delà de sa performance technique, je sais pas pourquoi ils rigolent derrière la vitre, sachez que Violet Evergarden, ils sont à 3 mètres derrière la vitre. Vous êtes insupportable. Je ne dirai rien, mais ils me disent des choses à l'oreille. Sachez que Violet Evergarden, Éternité et la poupée de souvenirs automatiques corrige presque tous les défauts qu'on pouvait trouver à la série. C'est aussi la preuve qu'au-delà de la qualité de production qu'a atteint le studio, Kyoto Animation est mûr enfin pour le format long métrage, ce que semblait confirmer leurs différents projets qu'on avait vus justement au Festival d'Annecy, autour notamment de Free, voilà, donc un long métrage Free, je suis méga client. Gageons que le studio quand même saura rebondir après l'incendie criminel dont il a été victime l'été dernier, et où 39 employés ont trouvé la mort. Le film leur est d'ailleurs dédié au passage, et je trouve ça quelque part assez beau que le premier film qui fasse suite à cet incendie parle de comment on va surmonter un traumatisme, comment on va surmonter une perte pour aller de l'avant et se reconstruire. Donc pour finir sur une note un peu plus légère, sachez qu'on attend un nouveau long métrage de Violet Evergarden pour le mois d'avril justement, qui cette fois-ci sera dirigé par la réalisatrice Naoko Yamada, qui avait déjà tout cassé l'année dernière, tu me vois venir Cédric, avec Lise et l'oiseau bleu, un film époustouflant. Flabistouflant, diraient certains. Flabistouflant, en tout cas, dirait, flabistique critique. Karel, bravo. Merci à toi pour ta première en tant que chroniqueur. Ce salaud. On verra si on te garde la semaine prochaine, on en discute après l'émission. Autour de la table, personnage incroyable déjà. Très bien. Autour de la table, qui l'a vu? Est-ce que Justin, tu l'as vu? Oui. Oui, je l'ai vu effectivement. Alors je suis un petit peu moins enthousiaste que Karel. En fait, moi pour le coup c'est l'inverse. J'ai largement préféré la série parce qu'en fait je trouve que le film, il y a un petit souci je vois pas à quel public ça se destine, parce qu'il y a pas mal de références il n'y a pas de recontextualisation par rapport à la série, c'est-à-dire on entre de plein pied dans sa nouvelle mission en quelque sorte. L'aspect épistolaire, il arrive très tard alors que c'est quand même le central dans la série. L'aspect, la question de la guerre, d'être dans un contexte d'après-guerre, c'est à peine évoqué. Voilà, on voit qu'elle a des prothèses métalliques. On sait pas trop, c'est pas trop expliqué comment ça arrive. Enfin, le film se destine quand même aux connaisseurs, en tout cas aux connaisseurs qui connaissent déjà le contexte de la série. Parce que c'est compliqué de se plonger dedans. On passe à côté de pas mal d'éléments, notamment le mimétisme qu'il peut avoir avec dans la deuxième partie avec un personnage de petite fille qui a une sorte de reflet de Violette par rapport à la manière dont elle va endosser le métier, un métier lié au contact aux autres dans l'intrigue. Et je trouve que
on passe à côté de cela si on regarde le film sans avoir vu la série. Il y a pas mal d'éléments. Et puis même l'histoire, je la trouve un peu légère par rapport à la vraie noirceur qu'on peut trouver dans la série. Je trouve que c'était un peu plus gentil. C'est peut-être un peu plus léger, effectivement, voilà. Mais on peut noter, mine de rien, que le studio fait l'effort dans sa mise en scène de rappeler les contextes importants, historiques. On explique comment elle a perdu ses bras de nouveau, ce genre de choses. Donc peut-être qu'en tant que néophyte, on peut peut-être y avoir un accès. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Benjamin Benoît? Je sais que tu l'as vu. Oui, effectivement. Alors, je suis plus d'accord avec Karel, en l'occurrence. Ça a plutôt résonné en moi. Effectivement, les défauts de la série sont plutôt un manque de dosage au niveau du pathos. C'est souvent lié au personnage de Violette qui est moins mise en avant dans ce film-là, et le format film lui réussit bien, et sur un écran de cinéma ça passe plutôt pas mal. Effectivement, ça ne raconte pas grand-chose, c'est plutôt prescriptif. À chaque fois qu'on dit 1, 2, 3 il faut pleurer, c'est un peu la même chose pour Shinkai, on reviendra dessus. Mais c'était une expérience agréable, j'étais dedans émotionnellement, j'étais investi. Lent, tranquille, comme une colère froide, très très beau, très très beau. C'était une bonne expérience. Je préfère ça à la série, effectivement. Et sur le chat, personne n'en parle, à part Darkanum qui dit qu'il faudrait qu'il retente Violet, visuellement très beau, mais je me suis grave ennuyé. Voilà, c'est sur cette première partie qu'on va vous quitter. Karel, jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.